Merci Nike. Bonjour. Bonjour Lara, donc c'est Lara Zafrani qui va nous parler de la prise en charge, enfin, de la conduite à tenir devant une insuffisance rénale aiguë et qui est néphrologue et mire à l'hôpital Saint-Louis. Bonjour, je vais essayer de partager mon écran. Ouais, Vous voyez bien là? c'est bon, parfait. Bah, super. Eh Merci à ben, toi. bonjour à tous. Bonjour Alexandre, Emmanuel, j'ai déjà vu ce matin. J'ai une demi-heure, hein, c'est ça? Tu peux même prolonger, je pense que jusqu'à 16h15, c'est bon. D'accord. Bonjour à tous. Moi, j'ai pris le parti de faire juste la conduite à tenir diagnostic devant une insuffisance rénale aiguë. Voilà, vous pouvez m'interrompre si vous avez bien sûr des questions. On pourra discuter un petit peu au fur et à mesure. Je commence par un cas clinique très simple. C'est une dame de 77 ans qui vit seule, autonome, qui a une antécédent d'hypertension artérielle, traitée par Aprovel. Et puis, elle vient pour altération de l'état général avec des vomissements. L'urgentiste nous appelle pour insuffisance rénale. C'est un cas assez simple. La question, donc, quand on a une insuffisance rénale comme ça, a priori aiguë, quelle est la démarche? 1, éliminer l'urgence. 2, rechercher la cause. Et puis la question qu'on se pose à chaque fois dans une insuffisance rénale aiguë, c'est quand est-ce qu'on discute la ponction biopsie rénale en réanimation? Éliminer l'urgence, je pense que je vous apprends rien en vous disant que faut faire une échographie rénale pour rechercher l'insuffisance rénale obstructive. Savoir que la dilatation, elle peut manquer si vous avez notamment une déshydratation, de la fibrose rétropéritonéale. Et puis, vous avez des faux positifs sur lesquels parfois on se pose des questions sur des patients qui ont une hypotonie des cavités piélo-calicielles ou si vous avez des kystes parapiéliques. Voilà. Donc ça, c'est on va dire l'urgence en général à laquelle vous pensez tous. La deuxième chose, c'est bien sûr rechercher une hypovolémie, ce qui n'est pas forcément le truc forcément le plus simple. Des signes de déshydratation extracellulaire, une baisse de la pression artérielle, du débit cardiaque ou des résistances vasculaires si vous avez notamment un sepsis ou une cirrhose. Alors, qu'est-ce qu'on appelle insuffisance rénale fonctionnelle? Alors, dans la littérature, vous avez insuffisance rénale fonctionnelle, vous avez insuffisance rénale prérénale. On dit qu'elle est liée à une diminution du flux sanguin rénal et de la pression de perfusion en raison d'une hypovolémie efficace, avec un parenchyme rénal intact. Et puis, maintenant, dans la littérature, vous trouvez surtout le concept de transiente d'insuffisance rénale aiguë transitoire, qui est défini en fait par une insuffisance rénale aiguë qui récupère dans les 3 jours. Sous-entendu, une fois qu'on a restauré l'hémodynamique. Donc, est-ce que c'est une définition hémodynamique, physiopathologique, histologique ou a posteriori? Je pense que la définition finalement la plus facile, elle est a posteriori, puisque un malade qui répond au remplissage, on peut dire globalement que c'était une insuffisance rénale transitoire et fonctionnelle. Alors, pourquoi on a une insuffisance rénale? Je vous rappelle un peu de physiopathe. Quand vous avez une baisse de la pression artérielle qui arrive avec une baisse du débit sanguin dans l'artère rénale afférente, est-ce que ça marche? Vous avez d'abord une sécrétion de rénine par les cellules granulaires de l'artériole afférente. L'augmentation de rénine va vous activer votre système rénine-angiotensin-aldostérone et donc vous allez avoir une vasoconstriction de l'artériole efférente. Parallèle, la diminution de NaCl dans les cellules de la maculin densa qui ont des osmorécepteurs qui sont capables de repérer en fait les baisses d'osmolarité du filtrat au niveau du tube distal va entraîner une vasodilatation de l'artériole afférente. Et donc, si vous avez une vasodilatation de l'artériole afférente ainsi qu'une vasoconstriction de l'artériole efférente, vous allez avoir une augmentation de votre débit de filtration glomérulaire. Et donc, c'est ce qu'on appelle le feedback tubulo-glomérulaire en réponse, en fait, à une baisse de votre débit sanguin rénal. Donc, vous activez votre système rénine-angiotensin-aldostérone. Donc, vous allez avoir des signes avec une natriurèse. Donc, vous avez une natriurèse qui va être inférieure à 20, rapport NA sur K inférieur à 20, une fraction d'excrétion du sodium inférieure à 1%.
Et puis, vous avez aussi, comme vous l'a dit Naïk tout à l'heure, une activation de la libération d'ADH via une stimulation volémique. Et donc, l'eau disparaît, les urines se concentrent. Vous avez une urée sur P qui est supérieure à 10, une créate U sur P supérieure à 30 et une fraction de l'écrétion d'urée inférieure à 30 ou 35%. Donc ça peut être éventuellement des signes qui vous aident. Il faut savoir bien qu'il y a des pièges, hein. Il y a des pièges, notamment vous avez des hypovolémies avec des natriuréses conservées dans l'insuffisance surrénalienne aiguë, dans la néphropathie tubulo-interstitielle, si les patients prennent des diurétiques, et dans les vomissements, vous avez une alcalose métabolique et une diminution de la réabsorption de NaHCO3-. Donc ça, c'est les pièges. Alors, quand vous avez une prise de diurétique, normalement, la fraction de l'expression d'urée, vous pouvez quand même encore l'utiliser. Et puis, vous avez des situations d'hypovolémie avec des urines qui ne se concentrent pas si vous avez un défaut de sécrétion d'ADH, défaut de réponse à l'ADH si vous avez encore une fois une néphropathie tubulo-interstitielle ou si vous avez une polyurie osmotique, notamment si vous avez une hyperglycémie ou si vous avez pris du mannitol ou de l'urée. Et puis, vous avez des pièges, vous avez des malades euvolémiques, mais avec des fractions d'expression du sodium qui sont inférieures à 1%. Alors ça, c'est une vieille étude qui date de 78, qui montrait que chez des patients avec des glomérulonéphrite aiguë, on pouvait très bien avoir des fractions d'expression du sodium qui restaient basses, qui ne permettaient pas de distinguer l'insuffisance rénale fonctionnelle de la glomérulonéphrite aiguë, si on fait fi de la protéinurie. Donc, si votre ionogramme urinaire montre un profil fonctionnel, vous pouvez vous dire qu'il est logique de rattacher l'insuffisance rénale aiguë à l'hypovolémie, mais la preuve qu'il s'agit d'une insuffisance rénale fonctionnelle, elle sera faite que si l'insuffisance rénale aiguë régresse après restauration de la volémie. Alors, juste un mot sur le débit cardiaque et insuffisance rénale aiguë. Ça, c'est une étude qui date de 90 qui montrait qu'en fait, la diminution du DFG, elle devient vraiment défendante du débit cardiaque pour des insuffisances cardiaques extrêmement sévères. C'est-à-dire que vous avez des mécanismes de compensation, notamment dans les premiers temps de l'insuffisance cardiaque, avec une augmentation de la correction de la fraction de filtration qui fait qu'en fait, votre débit sanguin rénal, votre débit de filtration glomérulaire, reste maintenu. Et donc, c'est vraiment pour des insuffisances cardiaques sévères que votre DFG devient dépendant directement de votre débit cardiaque. Et l'autre marqueur important, c'est la marqueur de congestion veineuse dans les décompensations cardiaques aiguës. En fait, dans cette étude, les auteurs avaient monitoré les patients en décompensation cardiaque aiguë par des Swan-Ganz et montraient que l'insuffisance rénale que la PVC, donc un marqueur de congestion veineuse, était prédictif de la survenue d'une insuffisance rénale aiguë, et ce, quel que soit votre degré de pression artérielle. Donc, la notion de congestion veineuse, elle est aussi importante à prendre, elle est importante elle rentre en compte finalement dans la physiopathologie de votre insuffisance rénale aiguë. Alors, dans la même idée, dans le même ordre d'idées, quand on dit, souvent en réanimation, on dit, je remplis le malade. Alors, c'est vrai dans la phase initiale, mais parfois, si vous remplissez de manière excessive un malade, vous pouvez aussi être délétère sur le rein. Donc, quand on dit systématiquement, je remplis parce que c'est bien pour le rein, ça peut être éventuellement délétère aussi, parce qu'en fait, un remplissage excessif va vous entraîner une congestion veineuse plus importante avec une augmentation de la pression veineuse. Vous pouvez induire un œdème rénal avec une augmentation de la pression interstitielle, une augmentation de la pression extrinsèque avec une hyperpression abdominale. Et tout ça, l'augmentation par exemple de la pression interstitielle, va entraîner une augmentation de la pression tubulaire et une diminution de votre gradient d'ultrafiltration. Donc, le remplissage excessif, le message de cette diapo, c'est dire un remplissage excessif peut aussi être délétère pour votre fonction rénale. Alors, j'ai une insuffisance rénale aiguë, je n'ai pas d'obstacle, il n'y a pas d'hypoperfusion. Donc, il s'agit, jusqu'à preuve du contraire, d'une insuffisance rénale aiguë organique. Alors là, je vais devoir m'intéresser aux sédiments. Je vais devoir regarder la protéinurie et le sédiment urinaire et essayer, comme on peut, de classer mes malades en glomérulaires, tubulaires, interstitiels ou vasculaires. Donc pour ça, j'ai besoin d'avoir des protéinuries, notamment des protéinuries sur échantillon.
je vais suspecter une maladie glomérulaire si j'ai plus de 1 gramme par gramme de créatinine urinaire, hein. Ça fait à peu près plus de 100 milligrammes par millimole de créate. Et si c'est composé, alors parce que souvent vous regardez juste la protéinurie, mais il faut bien regarder si elle est composée ou pas d'une majorité d'albumine, d'accord? Une protéinurie glomérulaire, elle sera composée en majorité d'albumine, donc pensez à demander à doser l'albuminurie en même temps. Dans les pathologies glomérulaires aiguës, vous avez une hématurie avec des cylindres hématiques. Et puis, évidemment, regardez vos signes extra-rénaux parce que ça va orienter vers certaines maladies. Et regardez aussi votre albumine si vous avez une hypoalbuminémie. Si vous avez tout ça, vous allez vous orienter vers une pathologie glomérulaire aiguë. Tubulaire, en général, vous n'avez pas grand-chose. Vous n'avez pas beaucoup d'albumine, vous n'avez pas beaucoup de protéinurie et vous pouvez avoir un peu de sang chez un malade sondé, mais pas de leucocyturie. Et puis, il y a le contexte, évidemment, contexte de nécrose tubulaire. L'interstitiel, on va revenir dessus, mais vous avez souvent une protéinurie qui n'est pas majeure, en tout cas, n'est pas composée en grande majorité d'albumine, puisque c'est une tubulopathie, hein, dans les néphropathies interstitielles. Ce sont des néphropathies tubulo-interstitielles parce que la maladie interstitielle va entraîner des lésions de tubulite et donc vous allez avoir un défaut de réabsorption de vos protéines au niveau tubulaire. Donc, ce n'est pas en majorité de l'albumine. Ce n'est pas le fait que l'albumine passe la barrière glomérulaire. Vous pouvez avoir une leucocyturie aseptique. Vous avez souvent une diurèse qui est conservée, des signes extra-rénaux, on va reparler. Et parfois, ce qui peut vous orienter, qui n'est pas toujours présente, vous pouvez avoir une hyperéosinophilie. Enfin, dans les causes vasculaires, en général, la protéinurie, elle n'est pas très élevée si vous en avez une. Vous avez une hématurie souvent, souvent une hypertension ou des stigmates de microangiopathie thrombotique dans les causes microvasculaires. Donc, tout ça va permettre de vous orienter vers certaines étiologies que vous allez devoir rechercher. Donc, très souvent en réanimation, le plus souvent, vous avez des signes positifs sur l'instabilité hémodynamique majeure au prolongé, des signes négatifs qui sont j'ai pas de signes rénaux, de signes extra-rénaux inflammatoires, j'ai un sédiment urinaire où j'ai pas grand-chose, j'ai pas beaucoup de protéinurie. Les voies urinaires sont libres et une hypoperfusion rénale a été recherchée. Bon, bah, par défaut, je vais dire le plus souvent, c'est une nécrose tubulaire aiguë et je vais attendre. Alors, c'est quoi la nécrose tubulaire aiguë? C'est pas si simple que ça. En fait, les premiers papiers qui ont parlé de nécrose tubulaire aiguë, hein, c'était deux médecins, dont un anatomopathologiste, qui a décrit en fait les lésions de nécrose. Et il décrivait chez des patients c'est la première fois on a décrit cette notion de nécrose tubulaire chez des patients qui avaient eu en fait une hypoperfusion prolongée, une instabilité hémodynamique prolongée. Et ils décrivent une phase oligoanurie, puis une phase de reprise de diurèse tardive, typiquement de l'ordre de 3 semaines. Et les descriptions anatomopathologiques, les premières descriptions anatomopathologiques, là, c'était un patient qui avait un arrêt qui avait fait un arrêt cardio-respiratoire. Donc ça, c'est complètement caricatural de nécrose tubulaire. Vous voyez là un épithélium tubulaire qui a complètement disparu avec des débris à l'intérieur. Donc ça, il n'y a pas de doute, c'est de la nécrose tubulaire aiguë. Mais par contre, quand on regarde en fait la notion de nécrose tubulaire aiguë chez les patients de réa, ce n'est pas si simple. Là, c'était une étude qui est relativement récente, une revue histologique rénale chez 34 patients autopsiés, avec une grille de lecture standardisée, avec 2 anatomopathologistes qui ont regardé en aveugle les données cliniques. Et sur la lecture histologique, eh ben, l'accord des 2 anatomopathologistes sur le diagnostic de nécrose tubulaire aiguë était seulement dans 60% des cas, et ce n'est pas toujours corrélé à la fonction rénale. Donc, le diagnostic de nécrose tubulaire aiguë, il est ni robuste ni reproductive, et la corrélation entre l'histologie et la fonction rénale est finalement assez faible. Alors, si on poursuit notre cas clinique, chez Madame L, elle avait une insuffisance rénale avec un ionogramme urinaire qui était plutôt un ionogramme urinaire en faveur d'une insuffisance rénale organique. L'échographie rénale était normale. Elle a une protéinurie qui a plus de 1 gramme par gramme de créate et elle avait une hématurie. Alors, il faut avant tout, pour les atteintes glomérulaires, ce dont vous devez avoir peur en réanimation, enfin, c'est ce que vous devez savoir détecter, c'est reconnaître un syndrome de glomérulonéphrite rapidement progressive. Un syndrome de glomérulonéphrite rapidement progressive, c'est une diminution, l'association d'une diminution rapide du DFG en quelques jours à quelques semaines,
associé à un syndrome glomérulaire, donc une protéinurie glomérulaire avec une albuminurie qui est prédominante, qui est rarement néphrotique, hein. Parfois, elle est peu abondante, mais par contre, elle est composée en majorité d'albumine. Vous avez une hématurie glomérulaire avec la présence de cylindres hématiques et donc ça doit vous faire peur et ça doit vous faire suspecter un syndrome de GNRP. Et parfois, l'hématurie, elle peut être d'interprétation délicate chez quelqu'un qui a une sonde vésicale. Et surtout, vous devez rechercher des signes extra-rénaux. Et c'est ça qui va vous guider vers la biopsie ou éventuellement vers un traitement d'emblée, un traitement immunosuppresseur. Alors, les GNRP, c'est des maladies différentes, mais il y a une histologie qui est commune. Et notamment, là, vous avez un glomérule et vous avez des lésions de prolifération extracapillaire, hein, ce qu'on appelle les croissants qui prolifèrent à l'intérieur de la chambre urinaire, des lésions de nécrose fibrinoïde d'une ou plusieurs anses capillaires et une capillarite glomérulaire. Et ça, c'est commun à tous les syndromes de GNRP et c'est un risque de fibrose en quelques jours ou quelques semaines et donc un risque d'insuffisance rénale terminale très élevé. Ce qui veut dire qu'il faut, si on suspecte une GNRP cliniquement avec un patient qui a en plus des signes extra-rénaux, discuter la corticothérapie en urgence sans attendre. Si c'est le vendredi soir, eh ben, on va discuter la corticothérapie tout de suite. On va reparler de la PBR après. Et si on fait une PBR rapidement, on va demander une immunofluorescence. Si on a des dépôts linéaires d'anticorps on va suspecter une maladie qu'on appelait avant-goût de pasture, donc maladie anticorps antimembrane basale glomérulaire. Si vous avez une IF qui est négative, donc ce qu'on appelle les vascularites en cas, on les appelle pauci-immunes puisqu'on n'a pas de dépôt histologique. Et là, on va suspecter soit une granulomatose avec polyangite, soit une polyangite microscopique, soit une granulomatose éosinophilique avec polyangite en fonction du contexte et en fonction des encas, on va en redire un mot. Et si vous avez des dépôts granuleux, et ben là, on va rechercher en premier lieu soit un lupus, une cryo, une glomérulonéphrite post-infectieuse ou un purpura rhumatoïde, éventuellement d'autres pathologies, mais je vous ai mis les plus fréquentes. Donc, si vous suspectez un syndrome de GNRP, qu'est-ce que vous allez demander en urgence? Vous allez demander des ANCA, des anti-MBG, des anticorps antinucléaires, des anticorps anti-DNA. Vous allez rechercher une cryo, vous allez doser le complément et faire une sérologie VIH, VHB, VHC et des hémocultures. Donc ça, c'est le bilan minimal que vous devez faire devant un syndrome de GNRP. Les ANCA et les anti-MBG, il faut bien prévenir votre laboratoire pour que vous les ayez en urgence. Et dans beaucoup de centres, vous pouvez les avoir en moins de 24 heures. Hors week-end, on va dire. Alors, les ANCA, vous allez demander une immunofluorescence. Si c'est des CANCA, ils sont plutôt de distribution donc cytoplasmique, ça va vous orienter vers, vous allez de toute façon demander un ELISA, mais c'est en général dirigé contre la protéinase 3 qui a une distribution cytoplasmique. C'est les anti-PR3 et si c'est des PANCA, ça va vous orienter vers des anticorps anti-myéloperoxydase qui sont plutôt périnucléaires. Et ça va vous orienter plutôt vers une polyangite microscopique, tandis que l'autre va vous orienter plutôt vers une granulomatose avec polyangite. Alors, chez Madame L, en fait, elle avait une polyangite microscopique avec un syndrome pneumorénal. Et donc, c'est une urgence diagnostique et thérapeutique. Et en urgence, vraiment, c'est les corticoïdes. Et éventuellement, vous allez discuter, mais ça, c'est un autre débat. Vous pouvez discuter dans certains cas, dans certains syndromes pneumorénal avec hémorragie intra-alvéolaire, les échanges plasmatiques. Et de toute façon, un traitement immunosuppresseur plus lourd une fois que vous aurez la preuve ou que vous aurez les anticorps au moins. Alors, maintenant qu'on a parlé des syndromes de GNRP, je vais parler rapidement de quand est-ce qu'il faut savoir suspecter une néphropathie tubulo-interstitielle aiguë. Alors, en fait, typiquement, dans la néphropathie tubulo-interstitielle aiguë, donc je vous ai dit, la protéinurie, elle est classiquement faible. Vous avez une leucocyturie stérile, donc vous demandez un ECBU. L'hématurie est variable. Vous pouvez globalement, je pense, oublier l'éosinophilurie, qui est de très mauvaise sensibilité, qui a une très mauvaise spécificité et qui n'est pas utile. Par contre, l'éosinophilie peut être utile si elle est présente, mais la triade fièvre H et éosinophilie, elle est présente dans moins de 30% des cas dans les néphropathies tubulo-interstitielles immunoallergiques. Donc vraiment, voilà, si elle est présente, tant mieux. Donc, il suffit de demander une formule, mais si elle ne l'est pas, ça ne vous élimine pas du tout une néphropathie tubulo-interstitielle. Alors,
pour vous, on va dire dans la grande majorité des cas, la néphropathie tubulo-interstitielle, ce sera médicamenteux. Et c'est en général le plus souvent isolé, mais vous pouvez avoir l'atteinte cytolytique et le rage cutané en même temps et un DRESS associé. Et puis, vous avez les autres causes, les infections. Ce n'est pas n'importe quelle infection hein, qui va donner. Vous avez, vous savez, la tuberculose, vous avez les leptospiroses, les hantaviroses qui peuvent en donner, qui donnent particulièrement des néphropathies tubulo-interstitielles. Et puis, vous avez plein de causes dites immunitaires, notamment la sarcoïdose, le tinus syndrome, le syndrome IgG4, parfois dans certaines néphropathies tubulo-interstitielles associées au VIH, qui peuvent vous donner des néphropathies tubulo-interstitielles et puis parfois on ne retrouve pas la cause. Alors, juste pour vous dire, vraiment l'association de tous les symptômes, l'association d'insuffisance rénale aiguë avec l'hématurie, l'hyperéosinophilie, elle est rare et parfois elle n'est présente que dans 30 à 50% des cas. Histologiquement, vous allez avoir des lésions de tubulite, je vous l'ai dit tout à l'heure, une infiltration interstitielle et parfois des granulomes. Et la thérapeutique, c'est important en fait de suspecter le diagnostic parce que, alors c'est moins urgent que la GNRP où là, l'indication à la corticothérapie, elle est urgente, mais ça peut être quand même, une indication à arrêter un traitement responsable et deux, à discuter les corticoïdes. En général, les corticoïdes, on les discute quand on a une biopsie ou quand on a vraiment toute la symptomatologie associée avec le rash, l'hyperéosinophilie et plus ou moins l'hépatite cytolytique associée. Mais sinon, on va avoir besoin d'une biopsie. En tout cas, c'est surtout le diagnostic va être important à suspecter pour ne pas remettre, soit si le traitement a été arrêté, soit ne pas remettre, ou arrêter directement le traitement. Puis la dernière chose dont je voulais parler en réanimation devant une insuffisance rénale aiguë, c'est qu'il faut discuter, on va se poser la question de la PBR. La PBR, le risque hémorragique, alors on a plusieurs études qui ont étudié le risque hémorragique et la PBR en réanimation. Il y a des risques qui sont quand même plus importants, légèrement plus importants que quand on regarde les séries sur les patients de néphrologie ou les patients notamment qui ont un myélome avec des complications hémorragiques qui sont plus importantes. On va plus facilement discuter la PBR transjugulaire, notamment si vous avez des troubles de l'hémostase, si vous avez une obésité, une biopsie foie-rein. Il y a quand même une chose que vous devez vraiment avoir en tête, c'est que le risque hémorragique avec la PBR transjugulaire, il est non nul. Vous avez une perforation de la capsule rénale. Donc, si vous avez un risque hémorragique très important, vous avez quand même un risque de saignement avec la PBR transjugulaire qui n'est pas négligeable. Vous avez des contre-indications. L'anévrisme de l'artère rénale et les microanévrismes, c'est une contre-indication absolue. Si vous avez des petits reins atrophiques, vous avez un risque de saignement qui est plus élevé et puis un risque de rentabilité qui est mauvais. Des reins en fer à cheval, c'est une contre-indication aussi. Si vous avez une polykystose rénale, c'est une contre-indication. Il faut contrôler votre hypertension avant d'envoyer votre patient à la PBR. L'abcès, le rein unique, c'est une contre-indication qui est relative, mais évidemment, on est un peu plus frileux avec les reins uniques. Alors, cette étude était intéressante, elle avait été faite en 2013 sur quelles indications en pratique de la PBR. Les indications a priori, quand on interrogeait les médecins, c'est l'absence de récupération de la fonction rénale, la suspicion d'une maladie système, la présence d'une protéinurie, la suspicion de MAT ou la suspicion de néphropathie interstitielle. Et l'atteinte rénale, elle est suspectée surtout si vous avez une atteinte au niveau de la peau, si vous avez une hémorragie intra-alvéolaire ou si vous avez une atteinte articulaire. Et si l'autre élément qui poussait les médecins à aller vers la biopsie, c'était l'éosinophilie. A posteriori, finalement, il y a 3 facteurs qui sont associés à un diagnostic spécifique autre que de la nécrose tubulaire aiguë, puisqu'on peut dire que finalement, la nécrose tubulaire aiguë, elle ne va pas nous amener à un autre traitement, un traitement spécifique. C'est si vous avez des signes extra-rénaux, l'absence de facteurs de nécrose tubulaire aiguë avant la PBR ou une survenue d'insuffisance rénale aiguë avant l'admission en réanimation. Si les 3 facteurs sont très présents, vous avez 70% de chances d'avoir un diagnostic spécifique et donc une rentabilité qui est plutôt bonne de votre PBR. Et alors, dans cette étude, la protéinurie était finalement le degré de protéinurie n'était pas associé à un diagnostic spécifique. Donc, pour vous dire que finalement, c'est compliqué la protéinurie en réanimation. Alors, je pense que
encore une fois, doser l'albumine dans les urines, hein, parce que par contre, le fait d'avoir une albuminurie importante et associée à une hypoalbuminémie, ça, par contre, ça peut plus vous orienter. Mais la protéinurie en soi n'était pas associée à un diagnostic spécifique. Donc, les messages clés de quand est-ce que je vais discuter la PBR chez mon malade de réanimation, il y a plutôt une bonne rentabilité diagnostique et thérapeutique quand elle est faite avec des indications, je vous ai dit, avec des signes, quand vous avez vraiment bien examiné votre malade et que vous avez des signes extra-rénaux. Les risques, ils sont non négligeables et les complications, elles sont plus graves qu'en néphrologie. Les principales indications, c'est la nécrotubulaire atypique avec un patient, on ne comprend pas, il ne récupère pas sa fonction rénale et il garde une protéinurie. La MAT avec atteinte rénale, ça peut avoir un intérêt pronostique, mais pas en urgence. Hein. On ne va pas faire à toutes les maths, surtout que les maths, bon, à la phase initiale, ils sont thrombopéniques. Et puis les maths, ça saigne particulièrement. Les biopsies sur les maths, ça saigne. Donc ça peut avoir un intérêt pronostique, mais c'est plutôt quelque chose qu'on va discuter dans un second temps. Le syndrome de GNRP, oui, c'est une indication. Surtout si vous avez si vous avez des anticorps, ce n'est pas forcément une indication dans l'urgence. Si vous avez le diagnostic avec les ANCA ou les anti-MBG, mais ça va avoir un intérêt. Et si vous avez une suspicion de néphropathie tubulaire interstitielle aiguë, ça a un intérêt aussi. Donc, le meilleur moyen de poser l'indication, ça reste d'avoir un examen clinique complet, d'avoir éliminé les diagnostics usuels, de penser aux néphrotoxiques, de doser les éosinophiles sanguins et le sédiment urinaire. Et il me reste 5 minutes, donc je vais juste vous finir par un cas clinique sur lequel on s'était fait avoir il y a quelques années. Un patient qui était arrivé pour douleur lombaire, vomissement, il avait pris des AINS et il arrive en réa avec une insuffisance rénale aiguë, un syndrome interstitiel bilatéral, une grosse protéinurie avec une hypoalbuminémie, une hématurie macroscopique et une échographie rénale des reins qui était normale. Donc, d'après ce que je vous ai dit, vous suspectez quoi? Alors, allez-y, vous pouvez remplir dans la boîte chat vos hypothèses. Alors, glomérulonéphrite, GNRP, 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 GNRP. GNRP, GNRP. Eh ben, on a suspecté une GNRP. Tout était négatif. Et en fait, quand on regardait bien le bilan, il avait des LDH à 1600. Il n'avait pas de microangiopathie thrombotique. Est-ce que vous demanderiez un autre examen? Je vous dis tout de suite, ce n'est pas une GNRP. Si je vous remonte l'examen clinique initial, qui aurait dû faire tilter d'emblée, c'est que ce malade avait des douleurs lombaires très importantes. Angio-TDM, Très bien, Léa. C'est ce qu'on a demandé. écho-rénal. Je demande un angio-TDM et en fait, il avait une obstruction complète, une ischémie des artères rénales et des thromboses. Il avait une thrombose bilatérale des artères rénales. Et en fait, l'insuffisance respiratoire aiguë, c'était un OAP. Tout ça pour vous dire que, bon, voilà, ce n'est pas toujours une GNRP. Pensez bien à examiner vos malades. Ce n'est pas normal d'avoir des douleurs lombaires dans une insuffisance rénale aiguë. Regardez bien les LDH parce que sur les syndromes comme ça, sur les atteintes vasculaires, macrovasculaires aiguës, enfin même microvasculaires, vous avez des LDH qui augmentent, mais une LDH sans signe de mat, ça vous oriente plutôt vers quelque chose de macrovasculaire. Et en fait, c'était une insuffisance rénale aiguë sur une thrombose bilatérale des artères rénales. Et surtout, n'hésitez pas à faire un angioscan et n'hésitez pas à injecter vos malades si vous avez un doute. Et en effet, ce n'était pas une glomérulonéphrite comme on aurait pu croire, mais c'était bien une thrombose bilatérale des artères rénales. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci beaucoup, Lara. Alors, les questions. Oh, il y en a une qui est spécifique. Comment interpréter la chlorurie? Je ne sais pas. Mais Comme ça, de c'est... manière isolée, je ne l'interprète pas. Je l'interprète éventuellement, enfin, j'en tiens compte quand je calcule mon 3 anionique urinaire. De manière isolée comme ça, je n'interprète pas personnellement la chlorurie. Emmanuel, je ne sais pas si…
Non, j'aurais la même réponse. C'est vraiment, enfin, j'allais dire, franchement, c'est quasiment jamais en réanimation qu'on la demande. Il faudrait vraiment être sur un trouble acido-basique incompris et complexe pour aller chercher des étiologies atypiques. Mais sinon, non. Est-ce qu'on peut faire la différence entre un syndrome cardio-rénal de type 1 et une IRA fonctionnelle grâce au marqueur du bilan urinaire? Alors, je Hmm, dirais qu'en routine, non, c'est compliqué. hmm, Après, alors je suis pas du tout une fan des biomarqueurs urinaires, moi, enfin des biomarqueurs hmm, autres que, bon, déjà, enfin non, de manière générale. Mais en tout cas, sur ton IONOU standard, non, tu peux pas parce que tu vas avoir un IONOU fonctionnel comme les autres. Et est-ce que tu as des plus de NGAL, moins de NGAL dans certaines pathologies? Je crois pas. Et puis, d'un point de vue physiopathe, je vois pas pourquoi tu aurais certains marqueurs qui sont différents. Après, je t'avoue que je connais pas toutes les études sur les différents biomarqueurs urinaires, s'il y en a un hmm. qui est plus spécifique de l'atteinte cardiaque, mais pas à ma connaissance. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec tout ce que tu viens de dire. Et de façon plus générale, je vous dirais que sur les indices urinaires et le sédiment urinaire, c'est très intéressant et ça peut être très informatif chez les malades que vous recevez en réanimation et à interpréter dans les 24 premières heures de prise en charge. Et puis finalement, assez souvent, les malades qui ont une IRA en réa arrivent avec. Et donc, vous pouvez à peu près interpréter ça. C'est beaucoup moins intéressant à partir du moment où il y a déjà eu un séjour un peu prolongé en réanimation, parce que là, pour le coup, il y a un peu de littérature qui montre que ce soit la natriurèse, même la protéinurie, etc., vous avez souvent énormément de facteurs confondants, vous avez généré beaucoup d'interventions et ça devient l'intérêt des indices urinaires, il diminue beaucoup avec le temps, quoi. C'est vraiment des éléments C'est pour ça que c'est important d'être un peu systématique sur le bilan de première ligne, parce qu'après, vous allez être très gêné pour interpréter beaucoup de choses. Lara vous a bien montré un exemple amusant de grosse protéinurie qui n'est pas une atteinte glomérulaire. Les chocs septiques, ça fait partie aussi, c'est pareil, hein, des étiologies un peu anciennes et bien reconnues d'albuminurie qui peuvent être assez importantes et très transitoires. Donc, voilà, quand on a un séjour en réa prolongé, l'intérêt des indices urinaires, il baisse quand même pas mal, hein. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Allez-y. Non? Pas d'autres? C'était clair, c'était très bien. C'est marqué que c'était très bien. Eh ben, super. Ben, merci beaucoup, Lara.